Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors, dans ce qui suit interviendra souvent le fait, que nous avions déjà signalé, que l'inverse d'un produit entre deux éléments du groupe est le produit B. Donc, si on a le produit AB, l'inverse est le produit inverse, et le produit des inverses renversés, avec l'ordre renversé. Ce qu'on trouve facilement en faisant fois AB, on obtient A-1 AB donne 1, donc c'est B-1B qui donne 1, résultat 1. À partir d'un sous-groupe, on peut définir plusieurs relations d'équivalence sur un groupe. Si le sous-groupe vérifie en plus une propriété supplémentaire qu'on verra, ces relations d'équivalence coïncident et on peut alors munir l'ensemble quotient d'une structure de groupe. Nous verrons cela. Donc commençons par les relations d'équivalence. Soit G un groupe et H un sous-groupe de G, alors la relation qu'on note X avec un petit g pour dire que c'est une équivalence de groupe, dans un groupe, x, y équivalent à x moins 1, y appartient à h. Donc cette relation est une relation d'équivalence sur G. En effet, on peut vérifier différentes propriétés. D'abord, le fait que x est équivalent à x, puisque x moins 1, x égale 1 appartient à h. De même, la relation est réflexive, puisque si on a ceci, alors x moins 1, y appartient à h, et donc également son inverse. L'inverse qui est y moins 1, x appartient à h. Et donc, ceci implique y équivalent à x. Enfin, la transitivité résulte du fait que si x moins 1, y, et si y moins 1, z appartiennent à h, alors c'est également le cas de leur produit. Leur produit qui est x moins 1, z, et qui donc implique la transitivité x équivalent à y, y équivalent à z, donc x équivalent à z. La classe d'équivalence d'un élément x appartenant à G est l'ensemble xh de tous les produits x petit h, où petit h est un élément du groupe H. Elle est appelée la classe à gauche, parce qu'on multiplie x à gauche, suivant le groupe H, ou modulo le groupe H. Deux classes à gauche sont forcément disjointes ou confondues à cause de la classe d'équivalence. On ne peut pas avoir deux classes qui se superposent parce que deux éléments dedans qui sont équivalents seraient automatiquement équivalents aussi à un autre élément, donc formant une seule grande classe. Lorsque le nombre de classes à gauche lorsque le nombre de classes à gauche est en nombre fini, on l'appelle indice du sous-groupe H de G. On note ce nombre par G2.H, qui donne le nombre de classes à gauche. Remarquons que, puisque pour un x fixé, l'application G, l'élément du groupe,
vers xg est d'après la règle de simplification une bijection de G sur lui-même. Si le groupe H est fini, alors toutes les classes à gauche ont le même nombre d'éléments que H. Pour G fini, on obtient, puisque les classes à gauche distinctes forment une partition, que l'ordre du groupe est le produit de l'ordre de H par l'indice de H dans G. C'est-à-dire que l'on a l'ordre de G est égal à l'indice par rapport à H fois l'ordre de H. Ce résultat avait été obtenu par Lagrange, donc déjà un bout de temps, mais sous une forme différente à propos de la théorie des équations et bien avant l'élaboration de la théorie des groupes proprement dite. Bien entendu, on pourrait définir de manière analogue les classes à droite. Donc, Hx pour la relation d'équivalence inverse, c'est-à-dire x moins 1 y appartient à h. Pardon, xy moins 1 appartient à h. La relation qui envoie x, la transformation qui envoie x sur x moins 1 est une symétrie qui est une bijection du groupe sur lui-même et qui conserve les sous-groupes. Et cette symétrie, de manière évidente, échange les classes à gauche et les classes à droite. En particulier, si le nombre de classes à gauche suivant H est fini, c'est-à-dire que H est indice fini dans G, ce nombre, c'est aussi celui du nombre de classes à droite. Alors revenons par exemple à la symétrie du cube, aux symétries du cube. Le groupe G1 est d'indice 2 dans G. Et ici, les classes à gauche sont G1, c'est-à-dire les rotations directes du cube, et CG1, les rotations avec inversion. Alors, deux éléments x et y de G1 sont équivalents à gauche par rapport au groupe H1, si et seulement si ils envoient le sommet 1 sur le même sommet. Donc, ils conservent la position du sommet 1, puisque les éléments de H1 conservent ce sommet. Il y a donc 8 classes. H, H1, x2, H1, x3, H1, x4, H1, x5, H1, x6, H1 et x7, H1. Et x8, H1. Où xi est une rotation quelconque de G1 qui envoie le sommet I, le sommet 1 sur le sommet I. On peut prendre par exemple comme rotation x2 comme A, x3 comme A carré, x4 comme A cube, x5 comme B A cube, x6 comme A B A cube, x7 A carré B A cube, et x8 A cube B A cube. On vérifie facilement avec les symétries du cube, tu sais bien, les changements de sommet 1 vers les sommets 1, 2, 3, 4. Pour le 1, c'est l'unité évidemment, c'est H1, et vers la rotation unité, et vers les autres sommets 2, 3 jusqu'au 8. Ainsi, H1 est d'indice 8 dans G1. Et on a bien que G1, H1 est égal à G1, l'ordre de G1 divisé par l'ordre de H1. On voit de même que deux rotations de G1
sont équivalentes à droite si le sommet 1 est l'image, donc plus l'origine, mais l'image du sommet I dans la transformation. Et par ces rotations, par les rotations correspondantes, cela permet d'expliciter facilement les deux classes à droite. Indiquons enfin, alors, quittons le Q, si H et K sont deux sous-groupes de G, on peut définir la notion de double classe H, X, K comme d'un élément X qui appartient à G, suivant H et K. Si K égale H, on parle de double classe suivant H. Alors, comme on l'a fait précédemment, on peut le faire en introduisant une relation d'équivalence convenable, et on peut alors vérifier que deux doubles classes sont ou disjointes ou confondues. Si G est un groupe, l'ensemble des automorphismes est un groupe que l'on va noter out G. C'est un groupe sous la composition des applications. C'est un sous-groupe du groupe symétrique sigma G de toutes les bijections de G dans G, avec le fait qu'en plus dans OG, ce sont des bijections qui sont des morphismes. Alors, nous allons mettre en évidence certains orthomorphismes importants qui vont jouer un rôle fondamental en théorie des groupes. Et ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.